Bonsoir, bienvenue sur le stream du permacodeur. Avant de montrer l'article, l'idée c'est qu'il y a un sujet, une maxime que je dis en fait des fois, et on va adresser ce soir un article qui vient en contradiction, donc en contradictoire de cette maxime-là, avec tout un tas de choses je trouve très intéressantes, mais pour pouvoir l'adresser directement cet article-là, je vais commencer par l'origine, ok ? Et l'origine, c'est cet article-là. Effective ML Revisited, 14 ans. Il est super intéressant parce que c'est du OCaml, donc bon, j'ai pas beaucoup parlé d'OCaml sur le stream, mais j'en ai fait à la fac, donc j'ai un attachement par rapport à tout ce qui est langage programmation fonctionnelle, ce genre de choses, et OCaml en particulier. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est une phrase qui a été dite dans cet article, que j'ai retrouvée après, diffusée dans plein d'autres articles, mais ça, c'est la base. Et la phrase, en l'occurrence, c'est celle-là. Make illegal state unrepresentable. Rendre les états invalides non représentables. Qu'on ne puisse pas représenter les états invalides, illégaux, en tout cas qui violent une cohérence établie à la base. Et tous les articles en fait tournent autour un peu du même sujet, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là parce que c'est j'en ai peut-être un autre avec du F#. Comme ça on verra, voilà, OCaml, F#, on voit d'autres langages sur ce stream. En l'occurrence là, on part d'un truc tout bête qui consiste à dire que plutôt que d'avoir en fait un énum d'états de connexion, là en l'occurrence connecting, connected, disconnected, et d'avoir un gros objet qui gère des fois du connecting, des fois du connected, des fois du disconnected. Non, on va séparer tout ça en 3 types d'objets différents. Connecting qui a une certaine forme, connected qui a une certaine forme, disconnected qui a une certaine forme. Ensuite, on fait les nums sur non pas le type de connexion, mais sur les types eux-mêmes, donc une union de types. Et après, là, on peut gérer notre truc. Il n'est pas très long cet article, au final. C'est plutôt beaucoup du code, mais c'est séminal. Ça a diffusé dans tous les sens. Je vous prends donc l'exemple du F#. Designing with types, making illegal states unrepresentable. Et en plus, il cite l'article. C'est notamment cet article-là de 2013, donc pas plus lointain que celui-là, mais j'en ai trouvé sur du TypeScript, j'en ai trouvé sur du Rust, j'en ai trouvé sur plein de langages. Là, en l'occurrence, c'est du F#, qui se lit très bien, et qui est un excellent langage, d'ailleurs, le F#, si jamais ça vous intéresse de jeter un œil. Pareil, là, on retrouve là pour une histoire de contact avec des contacts info, que ce soit des emails, postal, ça doit être l'adresse. Oui, c'est ça. Et donc, des règles métiers, comme par exemple, a contact must have an email ou a postal address. Donc, l'idée derrière, c'est de faire évoluer les types pour arriver à respecter cette espèce de maxime, making illegal states unrepresentable. Et donc, de partir d'un type qui était plutôt un type un peu fourre-tout à la base, et de l'agrémenter, de dire, bah oui, des fois on va avoir juste l'email, des fois juste l'adresse postale, et des fois on va avoir l'email et l'adresse postale. Donc ce genre de choses. Et au fur et à mesure d'itérer sur comment on va formaliser la règle métier à l'intérieur du système typal, tout ça pour toujours, constamment, rendre les états illégaux et non représentables. Par exemple là, il n'est pas possible d'avoir un contact où on n'est ni l'email, ni l'adresse postale. C'est pas possible, c'est pas prévu dans le système typal. Donc le programme n'est même pas en capacité de le représenter. Donc on ne peut pas avoir un état qu'on considère invalide, pas d'email, pas d'adresse postale, qui serait représenté. Et donc ça, il y en a dans tous les sens. Je vais pas vous faire la recherche Google. Il y en a dans tous les sens. Vous voyez, j'avais besoin quand même d'une introduction pour ça. Je suis tombé sur cet article-là. Make invalid state unrepresentable, considered harmful. Donc le fameux considered harmful, c'est bien évidemment quand on prend un truc qui existe, un React consider harmful, TypeScript consider harmful, Rust consider harmful, ce que vous voulez. Donc, on va pas forcément en dire du bien. Et cet article-là, il est intéressant parce que je viens de vous bourriner là pendant un petit moment à vous parler de ça, du fait que rendre les états invalides non représentables, c'était une bonne idée. Et là, on va discuter de quand est-ce que ça pourrait être une mauvaise idée. C'est pas forcément un article qui est très très long, mais ça me paraît important parce que ça va nous permettre de faire quelque chose qu'on ne fait pas assez, je trouve, dans la tech, c'est de se challenger. Je vous ai dit un certain nombre de choses et je continue de penser que c'est une excellente chose de ne pas pouvoir représenter les états invalides. L'idée, c'est de se poser la question de quand est-ce que c'est une limite et comme quoi il ne faut jamais suivre une maxime de manière zélée. Il n'y a que les sites qui résonnent en absolu, après tout. Plutôt Jedi que si. Encore que. L'enfer est pavé de bonnes intentions, n'est-ce pas? One of the most controversial things I believe about good software design is that your code should be more flexible than your domain model. Donc on a déjà la conclusion dès le départ. Votre code devrait être plus flexible que votre modélisation du domaine. Intéressant ça, en soi. This is in direct opposition to a lot of popular design advice, which is all about binding your code to your domain model as tightly as possible. C'est ça que je viens de vous dire. For instance, a popular principle for good software design is to make invalid state unrepresentable.
This usually means two things. Enforcing a single source of truth in your database schema. Donc, on va parler des bases de données. If users and profile are associated with the user ID on the profile table, don't also put a profile ID on the user's table, because then you could have a mismatch. On pourrait avoir un user ID différent de celui des users. Enfin, voilà. Donc, on fait pas de cross-référence comme ça. Enforcing stricter types. Donc, ça, c'est littéralement ce que j'avais dit en OCaml et en F#. If you use an publish pending enum to track common status instead of a string field, où on pourrait mettre littéralement n'importe quoi, et notamment des typos, you don't have to worry about weird strings you don't expect. On a une séparation claire dans les différentes valeurs de l'enum. I can see why people like this principle. The more you can constrain your software to match your domain model, the easier it will be to reason about. However, it's possible to take it too far. Et cet article-là va parler effectivement de toutes les zones, tous les moments où on va trop loin. In my view, your software should include as few hard constraints as possible, hard étant en italique. Real-world software is already subject to the genuinely hard constraint of the real world. If you add further constraints to make your software neater, ça aussi, je pense qu'on en reparlera de l'aspect joli, you risk making it difficult to change when you really, really have to. Because of this, good software design should allow the system to represent some invalid states. Elle est pas mal, celle-là. Et c'est vrai que, dit comme ça, on va voir plus dans les détails ce qu'il veut dire par rapport à ça. Ça gratte un peu. On se dit, ben oui, c'est vrai que on a des principes, mais à un moment donné, il y a le real world. Et ça, je pense que, effectivement, c'est à quel point le monde réel influe, ou devrait influer, ou ce qu'on accepte que le monde réel influe sur le design du système. Parce que ça peut avoir des conséquences dramatiques. State machine should allow arbitrary state transition. For instance, it's popular advice to represent many complex software processes as a state machine. Instead of writing ad hoc code, donc du code pour gérer les différentes transitions, you can label the various states in the system can be in and define a graph of which states can transition to which other states. The edges of that graph become your system actions, donc les transitions qu'on va avoir d'un état à un autre. Here's an example. If you run an app marketplace, un endroit où on publie des applications, comme un Play Store, quoi. You might thus define a set of states like draft, pending review, approved, and published. The action that connect those states might be submit, approve, reject, publish, and hide. Donc on a effectivement draft, on soumet le draft, c'est en pending review, il y a quelqu'un qui valide, approve, ça passe en approve, ensuite on publish. Voilà, si jamais on veut cacher parce que, je sais pas, l'application, elle se fait bâcher, etc., bon, on peut la cacher. Et si jamais c'est en review, on peut la rejeter. Mais effectivement, on voit là que on peut pas passer de published à pending review ou de draft à published. Non, il n'y a pas. Ça n'est pas défini. On a contraint le système dans un mode de fonctionnement où il n'a pas le choix, en fait. Note that you can only submit a draft app, you can only reject a pending app, you can only hide a published app, and so on. These constraints are the entire point of using a state machine. It's the constraints, that make the system much easier to reason about. Instead of a ton of app states that could all be modified independently, et oui, ça peut être le bordel, you have 4 possible states and 5 possible actions. The problem, of course, is in the edge cases. What happens when you need to account for official apps? Avec des guillemets, on aime bien ça, c'est les cas vraiment... Moi, j'appelle pas ça des edge cases, j'appelle ça les cas pourris, en fait. Which are developed internally and shouldn't go through the normal review process. What happens when a key partner, donc quelqu'un qui a de l'importance, apps is mistakenly rejected par quelqu'un qui est un peu tatillon, quoi, and the engineering team is asked to reject it without forcing the partner to resubmit. Et donc, de repasser par les différentes étapes. Donc là, on a l'appel de l'autorité, on a le patron qui appelle, quoi. What happens when a published app has to be hidden in a way that prevents it from being published again? On veut rendre ça irréversible. There are 2 ways to handle edge cases in a state machine. The first is to update the design. Ça paraît logique. On a des nouveaux cas qui ne sont pas prévus, même s'ils sont un peu à la marge, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vrai que ça peut arriver que le patron, il envoie un coup de fil et puis il dit, bah non, là, la grosse app à $1 milliard, vous allez l'approuver, les enfants, et vous n'allez pas l'approuver demain ou après-demain ou vous allez me faire le laisser-passer à 38. Vous allez l'approuver maintenant. Maybe you can add an official status that can directly move to publish without review, or a manually approved action that can an app straight from draft to approve, or a hide and reject action that can take an app from publish back to draft. However, this can dramatically complete the design. Et on voit qu'effectivement, c'est vachement plus le bordel par rapport à notre joli truc bien linéaire qu'on avait avant. Qui me permet déjà de dire 2 choses. N'importe qui a travaillé sur l'administration de workflow Jira comprendra la totale détresse que représente cet article. C'est une purge de travailler là-dessus. Je l'ai fait, j'ai monté des workflows Jira. C'est une purge parce qu'on est exactement dans ce genre de choses et c'est encore pire quand vous commencez à rajouter
des passages de champs, des mises à jour de champs spéciaux, des étapes qui sont obligatoires, des autres qui sont facultatives. C'est une purge absolue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand je me mets à faire du PlantUML et que mon graphe, il commence à avoir une sale tronche, maintenant, j'en suis au stade de me dire, c'est pas la faute de PlantUML qui devrait me permettre de faire un graphe horrible, c'est la faute de ma modélisation. Parce qu'elle ne devrait pas être aussi complexe. Ou alors, il faudrait la segmenter avec des sous-parties, etc. The second way to handle edge cases is to allow arbitrary state transition. C'est-à-dire que YOLO. In other words, to relax the constraint that forces state machine to transition only via predefined actions. This keeps the core design simple at the cost of allowing exceptions. Haha. C'est-à-dire qu'on peut garder le flux tel qu'il existe normalement, mais on peut très bien cocher un truc. Et il y avait ça dans Jira de mémoire. YOLO au niveau des transitions. On peut très bien faire draft, publish, ce genre de choses. Mais ça a des conséquences. Parce que ça veut dire que les attendus, les invariants qu'on serait en droit d'attendre dans la machine d'état ne sont plus respectés. Si on passe directement de draft à published, par exemple, les attendus de publish, de dire est-ce que j'ai quelqu'un qui valide au niveau de la publication, il n'y a plus. Donc, il faut accepter un published by qui serait null. C'est marrant parce que j'ai exactement le truc dans mon projet actuel, où il y a des validated by qui sont des fois avec un UID et des fois null, parce que on a traversé la state machine. In almost all cases, you should update the design. For instance, any app marketplace need a hide and reject action handy. But you need to remain flexible enough to allow some arbitrary transition. Any engineering team that owns the customer-facing service will always be asked to do arbitrary one-off tasks, notamment en prod. Il y a un truc qui s'est mal mis, ça s'est mal mis à jour, etc. À un moment donné, il faut l'autoriser. If you redesign your software each time to allow them, you will end up in a nasty tangle. Thus, you should ensure that your technical constraints are not absolute. Et j'aime bien pour le coup la footnote. The other solution some engineers seems to like, refusing to do the task on the ground that it would compromise the software design. Et bien évidemment, is a non-starter. As engineers, it's our job to support the need of the business. Bien évidemment. Je le note parce qu'effectivement, c'est tentant de dire, non, le système il est défini comme ça, il y a une exception. Non, on peut pas. Admissible, hein. On est entre gens. Essayons de trouver des solutions. Nous sommes des solutionneurs. On n'est pas des gens qui sont là pour bloquer. Okay. So, foreign key constraint. Deuxième exemple. Another classic example of this is foreign key constraint. In a relational database, tables are related by primary key, typically ID. A post table, we have a user ID column to show which user owned which post, corresponding to the value of the ID column in the user table. Logique. When you want to fetch the post belonging to user 3, you run SQL, une commande, select étoile from post, where user ID égale 3, ça paraît logique. A foreign key constraint forces the user ID to correspond to an actual row in the user's table. If you try to create or update a post with user ID 999, and there is no user with that ID, the foreign constraint will cause the SQL query to fail. Donc, vous voyez, si vous n'avez pas fait de SQL, mais je reviendrai sur l'exemple du SQL parce que il y a plein de gens qui attaquent cet exemple-là, alors que moi, je pense que les critiques sont malvenues. Cet exemple-là, il est intéressant pour d'autres raisons. This sounds great, right? A record pointing at the non-existent user is in an invalid state. Shouldn't we want to be impossible to represent invalid state? C'est quand même notre mantra de départ. However, many large tech companies, including the two I've worked for, GitHub and Zendesk, donc pas n'importe qui quand même, deliberately choose not to use foreign key constraints. Why not? Et c'est également valable pour l'utilisation de bases de données non relationnelles. On a le droit d'être suicidaire après tout. The main reason is flexibility. In practice, it's much easier to deal with them as illegal state in application logic, like posts with no user attached, c'est intéressant ça, than it is to deal with the constraint. With foreign key constraint, you have to delete all related record when a parent record is deleted. Oui, il y a cascade, mais on peut faire undelete set null as well, but that only works if the field is nullable, which may itself, be in an invalid state in the domain model. On n'appelle pas le null la $1 billion mistake pour rien après tout. That might be okay for user and post, though it could become a very expensive operation. But what about relationships that are less solid? If a post has a reviewer ID, what happens when that reviewer account is deleted? It doesn't seem right to delete the post, surely, and so on. À l'heure de l'Exa, c'est quand même pas fou cette tech. Ouais, sauf que de l'Exa, il y en a combien qui en font? Rappelle que la tech, c'est un écosystème qui est très restreint. Non, ça on va en reparler, des foreign keys et notamment de SQL. Et du fait de gérer ces invariants directement dans la base de données. L'Exa, c'est le turfu pour beaucoup de gens. If you want to change the database schema, foreign key constraint can be a big problem. Maybe you want to move a table to the different database cluster or shard. If it has any foreign key relationship to other table, watch out. If you're not also moving the table over, you will have to remove the foreign key constraint then anyway. Even if you are moving those tables too, it's a giant hassle to move the data
in a way that's compliant with the constraint. Bah oui, c'est le bordel. Because you can just replicate a single table at a time, you have to move the data in chunks, c'est-à-dire des bouts de table à chaque fois pour respecter la foreign key relationship. Juste inverser la dépendance de la base de données. Enfin, je suis peut-être trop confiant sur l'état des codebases. Je pense que tu es trop confiant sur l'état des codebases et sur la gestion des bases de données. Je pense que c'est... Voilà, en l'occurrence, on est plus défensif qu'autre chose. On va voir. J'avance un petit peu, comme ça me permet de lister, parce que le troisième exemple aussi est intéressant. Parce que là, on va adresser à la fois la cohérence intra-applicative, ce qui se passe à la bordure, et puis oui, ce qui se passe aussi au niveau de la différence entre API, stockage et application. Protocol buffers and required fields. For a third example, consider protocol buffers. Protobuf are Google's popular open source serialization format. C'est bien évidemment, je pense, déjà bien mieux que JSON. The first iteration of Protobuf allowed you to tag field as a required. If a client passing a Protobuf saw it was missing a required field, that client would reject the message. This sounds sensible enough, right? Après tout, on a mis dans le protocole le fait de donner des champs comme étant required. Pas mal. Many kinds of messages don't make any sense without certain values. On parle de cohérence de données. So why not encode that constraint into the serialization layer? Isn't it good to make invalid message impossible to represent? Qui est l'application de la maxime, du mantra, donc à la serialization layer au niveau API. However, in the second iteration, Google dropped the ability to mark any field as required. This was a controversial decision. In fact, many believe that all protofields should always be required. Quand même dans le zèle, là. On the grounds that more constraints made the underlying time more elegant. Rappel, on avait neater plus haut, là on a more elegant. And easier to read about. For the other side of the argument, read this Arconius comment from a Protobuf designer. Il explique après, j'ai pas besoin de rentrer dans le détail. In my view, this debate comes down to how seriously you take the problem of changing schemas in a system with multiple consumers. If you want to add a required field to a Protobuf, you have to do it like so. D'abord, on ajoute le champ à chaque service qui crée le message, enfin le Protobuf. Add a required field to any middlemen that are taking the Protobuf et qui le passent along. Add a required field to all consumers. Ça paraît logique. On est sur un déploiement zéro downtime deployment. Cherche l'embrouille, il parle de domaine modèle et il applique make invalid state sur les bordures. Autant je suis peut-être optimiste sur Exadeliv, mais là il se coince tout seul. Ceci n'est pas simple d'avoir une bordure qui bouge beaucoup, un corps modèle qui garde sa stabilité. Bah oui, mais encore une fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand on dit make invalid state unrepresentable, je trouve ça parfaitement valide de se poser la question de l'avoir au niveau de la base de données ou au niveau de l'API ou au niveau de l'application. Même si effectivement, à la base, c'était dans la modélisation des types. C'est là où, en fait, moi j'alerte surtout sur le danger de prendre des choses au pied de la lettre. On peut se poser la question, je pense. If you do this out of order, messages get dropped on the floor, likely causing some kind of production outage. Removing a required field requires similar order dependent process, mais à l'envers. Consumer must drop the field pour plus le mettre dedans, forcément, puisqu'on va le virer. Followed by middleman, followed by producer. If you forget to upgrade a consumer service schema, not as unlikely as it sounds in large companies with thousands of old forgotten services. Et moi, j'ai envie de dire, n'importe quelle boîte où vous avez plus de 2 équipes pour gérer les différents sujets. Enfin, combien de fois c'est arrivé de ah ben non, mais en fait, on pensait que vous alliez faire, ah ben non, on pensait que... Enfin voilà, et puis on nous vend des microservices, des machins qui sont censés être déployables dans tous les sens. Bah non, il y a quand même une cohérence d'architecture globale à avoir. Et souvent ça dégage tout simplement parce que on fait des clans, chacun discute les uns avec les autres, a ses propres livrables. J'ai l'impression qu'on parle de la loi de Conway. Oui, bien sûr, mais tout le monde n'a pas lu Ploé. At the boundary, static types are illusory. Je suis bien d'accord avec toi. Malheureusement, tout le monde ne lit pas Ploé. Si j'ai un Ploé en plus après, mais pas celui-là. Mais justement, ça va me permettre de revenir là-dessus. When you know all fields are optional, you can change Protobuf schema in a completely order-independent way. Et là, on est plus flexible. All services can upgrade to the new version of the schema more or less at their convenience. The trade-off is that you won't have the data until both you and the producer have upgraded to the new schema. So you need to adopt that case in your application code. Et là, normalement, tout le monde devrait penser au même article que moi. Parse, don't validate. Et c'est ça le truc, en fait. Parse, don't validate. C'est ça, en fait. La contraposée de make invalid state unrepresentable, c'est ça. C'est parce que comme on veut avoir à un moment donné une couche qui soit solide et qui, elle, représente le domaine correctement, il faut être en capacité de ne pas faire confiance à ce qui arrive et de ne pas justement avoir des guard clauses partout, donc du code défensif qu'on va avoir, c'est ce qu'on disait. J'en ai déjà parlé, je vais juste passer rapidement là-dessus. Mais quand on commence à dire « you'll need to handle that case », à savoir, vous n'aurez pas tout le temps toutes les données si vous relâchez les contraintes de votre code à la périphérie parce que
comme le disait très justement Braco, at the boundaries static types are illusory. Donc le fait d'appliquer le make invalid state unrepresentable au niveau de l'API, c'est possible, mais c'est très contraignant, ce que disait justement l'auteur. La solution, c'est parse don't validate. Et on va voir après pourquoi. Garde un petit peu de... In case you couldn't tell, I'm very much on the protocol buffer side of the debate, forcément. Having done a lot of schema changes of various kinds, I think it is safer to tolerate incomplete data at the application level during a schema upgrade than be forced to upgrade services in the right order. Et pareil avec la base de données. On l'a vu avec Zero2Prod. On a fait des migrations avec SQLX pour justement à chaque fois amener la base de données à l'état dans lequel on voulait. Pour des raisons pédagogiques, bien évidemment. Mais mettez-vous à la place d'un service qui serait distribué, utilisé par des millions, par des milliards de gens en temps réel. Vous pouvez pas appliquer une migration comme ça, de manière instantanée, et croire que votre code Rust, il va être fonctionnel. Ça marche pas comme ça. Zero downtime deployment. Il faut avoir cette stratégie lente. Et donc, être défensif à la périphérie. Parse, not validate. In other words, I think application code should be willing to tolerate data that violates the domain model. Vous voyez, on dit ça, on dirait, non, dans ce cas-là, tu es en train de dire que tu peux... Non, ça vous empêche pas de parser à chaque fois et de vous assurer que vous allez basculer dans un mode de fonctionnement où vous aurez les données dont vous avez besoin. Et c'est ça le plus important. Ça ne sera pas exhaustif, mais il vous faut les données dont vous avez besoin. Et peut-être qu'à un moment donné, même dans la modélisation, et c'est là où on arrive un peu aux limites à la fois de l'article et de ce qu'on peut admettre, peut-être qu'effectivement, même dans la modélisation du domaine, on devrait peut-être accepter que on n'a pas tout le temps. Je reprends un exemple rapidement, celui qui mentionnait. C'est vrai que on a un poste qui a un reviewer ID parce qu'il a été review à un moment donné, il y a un reviewer ID. Qu'est-ce qui se passe quand le reviewer account is deleted? Si on faisait un typage fort, contraignant, etc., on pourrait pas s'autoriser d'avoir un reviewer ID qui n'existe pas. On dirait, non, il a été review. Il faut un reviewer ID. Oui, mais il a été supprimé. Pour des raisons simples. Il y a des raisons toutes bêtes, comme par exemple, les RGPD. Vous pouvez après mettre en place des mécanismes où vous supprimez pas. Donc, je sais qu'il y a pas mal de commentaires. On pourra les parcourir si vous voulez, côté Hacker News sur cet article, qui parle notamment de ces sujets-là, des soft deletes, de ce genre de choses. Mais même si vous faites des soft deletes, c'est pas forcément évident de supprimer, même en soft delete. Et donc, la question se pose de your application code should be willing to tolerate data that violates the domain model. C'est assez fort comme phrase quand même. Final thoughts. Et puis après, on va aller arriver sur les miennes de thoughts. The harder the constraint, the more dangerous it is. Ça, tout le monde peut être d'accord avec ça. When I say that a constraint is hard, I mean that it is very difficult to undo it if you need to. A line of code validating something is a soft constraint, because you can simply remove the line if needed. Là aussi, peut-être un astérix aussi, pas se foutre du monde non plus. Something baked into the database schema is a harder constraint because it requires a migration to change. Encore pire que ça, on va en parler. Which, depending on the amount of data and the read volume, can be operationally very difficult. Some constraints are built into the architecture of the entire system. Consider the no data is ever truly deleted constraint in blockchain or ledger-based system. C'est vrai ça. What will it take to allow for true data deletion in a blockchain, for instance, to comply with GDPR, par exemple? You will need to change the protocol to something like how Kafka handled true deletion, allowing tombstone records to be written into the ledger and then safely compacted away by every node. Vous voyez la dinguerie que c'est et l'importance que c'est de gérer les choses correctement? I leave how do you safely compact a portion of a Merkle tree in a zero-trust environment as an exercise for the reader. Quel troll. For most software, domain models are not real. Ça c'est... Ouais, bon, pourquoi pas. The domain model is only a model of real-world processes. Because of that, the constraints inherent to the domain model, like tickets must always be marked as completed before being archived, encore cher, cannot be truly hard constraints. This is trivially true about most lines of business of SaaS software, and get less true the more generic and library-like your software is. If you are writing a library to do efficient matrix multiplication, you can get away with much harder constraints than if you're writing directly user-facing code. Or much more on this, see my post, pure and impure software engineering. Je vais sauter là-dessus parce que comme ça, je vais pouvoir encore une fois parler de Ploy. L'article qui m'intéresse le plus chez Ploy, c'est celui-là, c'est le Impure Im Sandwich. Et là, on retrouve un petit peu ce que je vais, peut-être que je compléterai avec un diagramme derrière, le Impure Im Sandwich, notamment en architecture fonctionnelle, à savoir les parties rouges, c'est les parties qui sont impures et donc qui sont en contact avec les side effects, que ce soit les I/O, que ce soit les bases de données, que ce soit les API, etc. Et la partie verte, c'est la partie pure, où là, bien évidemment, on a nos super types qui sont super parsés. Et là, on peut faire du code top-notch où on est sûr de tout et on maîtrise tout. Ce que dit cet article-là, c'est que c'est pas vrai. Voilà. Et je pense que la vérité est toujours au milieu entre c'est pas vrai parce qu'il y a le monde réel et toutes les merdouilles qui peuvent arriver dedans,
et puis la partie distribuée, qui je pense ajoute un degré considérable de complexité dans l'histoire, et une représentation qui serait idéaliste et un idéal qui serait sympathique à atteindre, en tout cas sur lequel il faut tendre, pas forcément jeter à la poubelle, mais tendre, qui serait le Imperium. I am not arguing that all constraints are bad. Bien évidemment. Constraints make a system possible to reason about, and the harder the constraint, the better it does its job. A system with no constraint at all or very soft constraint is more of a programming language than a program. I like many kinds of hard constraint. For instance, I prefer protobuf to JSON. I like type signature, and I strongly prefer relational database with a set of schema to schemaless database. Oui, parce que c'est le bordel. Oui, voilà, parce que effectivement, on n'a plus de contraintes en schemaless. Bah oui, mais comme on n'a plus de contraintes, YOLO. Donc ça veut dire qu'il faut tout gérer applicativement. Avec tous les ORM, les machins, ce que vous voulez, tous les bidouillages qu'il peut y avoir dans les NoSQL, etc. C'est pas la question. However, user-facing software will eventually be forced to break many of its constraints in the interest of better fulfilling the real-world goal of that software. Thus, some invalid states ought to be representable. Alors ça, c'est intéressant parce que pour le coup, il répond en partie à ce que tu disais. I was surprised to see some commenters, donc Docker News, don't think that your database schema or your over-the-wire serialization format are part of how you express your domain model. To me, those things are every bit as relevant as the rest of your code. I like the Fredboost code from Mythical Man-Month. Show me your flowchart and conceive your tables and I shall continue to be mystified. Show me your tables and I won't usually need your flowchart. It will be obvious. Oui, je vois à peu près ce qu'il veut dire. Alors, donc, on a notre application qui cause avec notre base de données. Voilà, on a l'API, on a le monde extérieur qui fait des trucs avec l'API. L'application répond à l'API qui renvoie au monde extérieur. Un truc assez classique. Ça, c'est le monde idéal, en vrai. Ça, c'est le monde cool, en fait. Là-dedans, l'application, on code ce qu'on veut. On fait les super types. On fait ce qu'on fait, par exemple, avec Zero to Prod, avec du pattern matching, des abstract data type, avec des invariants, des traits, des blanket implementation. On est bien. Vous l'avez vu, quand on fait du Rust et qu'on fait de la modélisation de type, on suit le bouquin, etc. On est bien. Et on écrit un minimum de code extrêmement puissant. Ça, c'est cool. Sauf que ça, là, la base de données que je vais mettre en rouge, parce que c'est sérieux, la base de données, hein, c'est un truc sérieux. La base de données, bon, là, on va parler d'une base de données relationnelle, avec du SQL. Et ben ça, par contre, c'est relou. C'est relou. Je ne sais pas si vous avez déjà géré des bases de données, mais au-delà du fait de lancer un conteneur PostgreSQL ou MariaDB ou ce que vous voulez, il faut faire des migrations. À chaque fois qu'on a dû mettre à jour le type, on a fait des modifications en Rust, c'était vite fait, sauvegarde, cargo check, cargo build, ce que vous voulez, et ça fonctionne. Alors que la base de données, il faut une migration qu'il faut appliquer. C'est relou, les bases de données. Et il y a même pire que ça. Quand vous définissez votre schéma de base de données, on se pose des questions. Par exemple, on se pose des questions sur les champs. On va dire, est-ce que c'est du texte, du JSON, du varchar, du boolean. Maintenant, on peut mettre du JSON, d'ailleurs, dans les colonnes. On peut mettre des images, on peut mettre des vecteurs avec les bases de données vectorielles. On peut faire un tas de trucs. Mais on peut aussi établir des contraintes. Dire, je peux pas créer un record dans les posts, c'est ce qu'il disait. Si le user ID que tu me passes pour créer un post, il n'existe pas dans la table user. Ça, c'est une clé étrangère, une foreign key, comme ils disent dans le jargon. Mais on peut même aller encore plus loin. Les foreign keys, donc ça, c'est un truc qui est intéressant. On va avoir donc les types scalaires de base de données, etc. Donc string, text, enfin tout ce qu'on peut avoir comme type dans des colonnes de base de données. Et on peut avoir les procstocks. Vous savez ce que c'est que les procstocks? Vous avez déjà fait des procstocks? C'est horrible. Les procstocks, c'est des requêtes complexes, impératives. Donc vous faites des selects, des machins, vous avez des variables, vous avez des boucles. Vous avez donc un langage de programmation complet dans des programmes que vous chargez dans votre base de données. À la base, c'est génial les procstocks parce que vous commencez à dire si tu mets à jour les posts, automatiquement tu vas mettre à jour la table des logs d'historique de mise à jour des posts. Et les DBA, ils ont tout un ensemble, il y a tout un univers en fait au niveau des procstocks et ça peut aller très très loin. Le problème, c'est que ça peut aller très très loin, ça peut aller trop trop loin aussi parce que on a déjà un truc qui gère du code applicatif et qui est censé dire quand il se passe ci, on fait ça, quand on reçoit tel event, on fait ça, quand on met à jour les posts, on va mettre à jour l'historique des posts, etc. Et du code. Le code, ça va dans l'application. La zone verte, pour les daltoniens, la zone verte au-dessus application, qui est notre zone de confort, qu'on aime beaucoup. On aime beaucoup ça. Ouais, sauf que si on commence à avoir du code dans la partie application et du code dans la partie procstock, vous avez un gros problème parce que vous avez deux types de personnes qui peuvent toucher à des choses qui ont relien avec le business. Et moi, j'ai vu des boîtes où il y avait des procstocks de 1500 lignes. Et oui, et où la partie code applicatif était anémique. En fait, c'était juste, on exécute des requêtes, on déclenche des procstocks côté base de données pour faire des reads, pour faire des writes, pour faire toute la partie CRUD. Donc là, on a déplacé toute la partie de représenter les états illégaux non représentables, on l'a déplacé de l'application dans la base de données. Et c'est un enfer parce que ça veut dire que
à chaque fois qu'on veut mettre à jour ça, c'est une migration. Vous voyez les délires? Donc non, effectivement, on est bien dans le monde applicatif, on peut faire ça. Mais il y a un autre domaine, c'est ce que disait très justement, très légitimement notre ami Braco là sur la partie API. Une fois, j'ai utilisé Postgres pour faire un cron. C'était des proc-stock. Non, pas tout à fait. Un proc-stock, tu commences à rentrer dans faire des selects, récupérer le stat de ton select dans une variable pour ensuite faire des updates ou pour faire d'autres selects. Tu vois ça. On est sur de l'impératif, sur des commandes. Un cron dans un Postgres, bon, on peut considérer que c'est une procédure qui est stockée. Alors, je sais pas si les puristes de DBA vont probablement tomber sur le rable. Ils auront bien raison d'ailleurs. Parce que ça se trouve, depuis tout à l'heure, ils prennent super mal ce que je dis. Ne m'en voulez pas, j'essaie de vulgariser ça et ma compréhension de la chose. Ça s'en rapproche, mais on n'est pas au niveau des proc stock de 1500 lignes, en l'occurrence. Tu fais bien du code applicatif derrière avec, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, à la bordure, au niveau des API, c'est ce qu'il disait au niveau du protocole. Alors, si vous n'avez pas fait du protobuf, imaginez que c'est un truc un peu énervé, un Open API, mais vraiment énervé en l'occurrence, parce que l'Open API, on en parlait la dernière fois avec Sylvain. C'est du code qu'on met au niveau de nos API gateway, etc., au niveau de nos applications pour dire je suis censé recevoir tel type d'objet, je suis censé envoyer tel type d'objet. Bon, vous avez vos middleware derrière qui vont dire c'est bon, ça passe, ou alors j'envoie une 400, une 500, ce genre de choses. Vous pouvez faire ce genre de typage à la périphérie avec des Open API. Mais n'importe qui a géré un Swagger, un Open API, sait à quel point c'est piégeux en fait, parce que toute modification d'un Open API, ça nécessite, donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'application, on est au niveau de l'Open API. Donc ça nécessite de se poser des questions derrière, de redéployer des choses, de mettre à jour des API gateway qui sont des fois derrière des load balancers, donc vous n'avez pas une API en fait. Ça, c'est un load balancer d'API, et à l'intérieur, vous allez avoir vos petites instances derrière, vos petits pods, ce que vous voulez, qui vont devoir recevoir la nouvelle configuration de ce que vous avez modifié. Et ça, pendant ce temps-là, imaginez que vous êtes en prod, zero downtime deployment, les gens, les autres services, vos clients d'une manière générale, vont continuer à faire des requêtes. Le monde extérieur ne vous attend pas, Le monde extérieur, il fait ce qu'il a à faire, ils sont là, ils passent des commandes, il y a des paiements qui arrivent, et vous pouvez pas leur dire « Stop! On va faire une migration de base de données !» Non, ça marche pas. Enfin, il y a encore plein de boîtes, pour revenir à la remarque que j'avais fait un peu lapidaire à Braco au début. Toutes les boîtes ne sont pas en exa, domain-driven design, zero downtime deployment, et tous les buzzwords que vous voulez. Je pense que 90% des boîtes ne sont même pas DevOps à la base. Il y a encore des gens qui appuient sur des boutons. J'ai vu des formulaires pour faire des mises en prod. Ça existe encore en 2025. Ok ? Travaille dessus, bien sûr. On vend nos services, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Début octobre, freelance, Stéphane, si ça vous intéresse. Mais en tout cas, la réalité, elle est celle-là. Et donc, le fait de dire make illegal states unrepresentable à la périphérie ou au niveau des bases de données, ça implique un impedance mismatch, vraiment une brûlure quand on se déplace, une contrainte, une lourdeur qui fait que, non, c'est compliqué. Et de la même manière au niveau applicatif, c'est là où je vais pas dire qu'il troll, mais je comprends en fait ce qu'il dit dans son, je comprends le point. Le fait de dire your application code should be willing to tolerate data that violates the domain model, c'est ça. C'est qu'il peut y avoir des données, peut-être 1%, peut-être 1 pour 1000, mais il y en a, c'est une certitude, ou s'il y en a pas, ça va venir. Plus vous êtes en contact avec cette saloperie qu'est le monde extérieur, plus ça va arriver. Parce que, à un moment donné, vous allez avoir votre patron qui dit oui, non, mais ça, je sais que c'est une contrainte, mais juste pour ce cas-là, tu vas tordre. Et c'est ça le truc. Le monde extérieur. Parce que on ne peut pas vivre dans le monde idéal de l'Impurium Sandwich et de se dire, on va rester dans le monde vert. C'est le monde du confort. Sauf que, j'ai envie de dire, le business, la vente, elle se trouve dans la zone rouge. Elle se trouve dans le moment où on va interagir avec ce monstre-là. D'où le fait d'avoir en tête le fait de dire autant que faire se peut, on va essayer de rendre les états invalides non représentables. On n'a pas envie que ce soit la fête du slip, c'est ce qu'il dit dans l'article, mais pour autant, il faut pas que ce soit un absolu. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Et c'est ça le truc. Voilà, pas mal de choses à dire. Si ça vous intéresse, il le met dedans, mais je peux parcourir rapidement les commentaires de Hacker News qui sont toujours intéressants. Allez lire. Il faut jamais, bien évidemment, toujours prendre pour argent comptant parce qu'ils s'engueulent assez facilement sur Hacker News. Mais il y a toujours des insights qui vont aller plus loin. J'aime beaucoup. Oui, ce commentaire-là était pas mal, notamment sur le fait de réfléchir en couches. Et ça rejoint un autre principe qui est soyez libéraux dans ce que vous acceptez et conservateurs dans ce que vous renvoyez. Pareil, si je reprends là, vous avez votre API. Le monde extérieur va vous envoyer de la boue, des fois. Vous l'acceptez, vous rentrez dans la logique de part don't validate où vous faites la part des choses entre ce qui est vraiment bloquant, pour le coup, ce qui est vraiment des hard constraints, des fois. Vous ne pouvez pas créer un utilisateur s'il n'a pas de
S'il n'a pas de username, par exemple, s'il n'a pas de nom ou s'il n'a pas d'email. Enfin voilà, vous avez des fois des hard constraints. Mais il y en a d'autres où vous devriez être plus flexible. Donc là, tout notre jeu, il va être de se représenter le gradient entre ce qui est admissible et ce qui est inadmissible. Il y a une zone floue. Et cette zone floue, c'est le monde extérieur, c'est le business. Et j'ai envie de dire, c'est là qu'a l'intérêt notre métier. Parce qu'il n'est pas juste dans, pardonnez-moi l'expression, la masturbation de type. Même si je suis le premier à adorer ça. Notre métier, il est de résoudre des problèmes. D'apporter des solutions à des problèmes du monde extérieur. Il est là, notre boulot. C'est pour ça que cet article, il me plaît beaucoup. Parce que c'est un article qui nous rappelle un petit peu à la réalité de ce que ça doit être. Votre API, elle va devoir être flexible. Votre base de données, elle doit être flexible. Votre application, elle doit être flexible. Et comme le dit très très justement Braco, il le dit d'ailleurs, je vais reprendre la phrase, ça fait partie de la responsabilité quand tu choisis ta stack, tes technos. Bien sûr, le monde extérieur change, les choses changent, il faut en parler, il faut les décrire. C'est pour ça que c'est important d'écrire des architectures Decision Record, c'est pour faire un snapshot à un moment donné de pourquoi on a choisi de faire comme ça. Et après, vous faites un autre ADR derrière qui dit dans l'ADR précédent, on avait choisi de gérer les postes de cette manière-là, ou de faire des soft delete de cette manière-là, ou d'avoir des foreign keys parce que c'était une hard constraint. Les choses ont changé, le monde a évolué, nous aussi. Un programme, c'est organique. C'est ça le truc. Voilà. Merci à vous si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Et n'hésitez pas à me rejoindre en stream. Ça sera toujours avec grand plaisir. Merci.